Bonjour, dans cet épisode de Little Public, on va parler de rock gothique, et pour l'occasion, transmutation demandée. C'est déjà mieux. Je n'y connais rien dans ce style de rock, mais il y a un groupe qui m'a marqué. Alors je ne parlerai pas de The Cure, qui est, selon Wikipédia, le seul autre groupe de rock gothique que je connaisse. Aujourd'hui, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, et plus exactement au Canada, terre de Neil Young, Alanis Morissette ou Nickelback. Et malheureusement, c'est aussi le pays de Justin Bieber. Malheureusement. C'est un pays musicalement très intéressant et ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on en parlera. On va plonger dans un univers sombre. Foutue installation électrique. Un univers sombre qui ne respire pas forcément la joie de vivre, mais qui est intéressant au niveau de la musique. On va parler de The Birthday Massacre. Mais avant, retour à la normale. Générique. The Birthday Massacre est un groupe canadien de rock gothique avec un petit aspect électro grâce au synthé. Il a été créé à London, au Canada. Attendez, numéro 2, t'es sûr de tes infos? Il a été créé en 1999 et s'appelait Imagica. À la base, il y avait Rainbow à la guitare, Falcor au même poste, Aslan à la basse et enfin Chibi au chant. Peu de temps après, ils sont rejoints par Dank au synthé et OE en tant que batteur. Au milieu de l'année 2000, Dank quitte le groupe quand les membres décident d'aller à Toronto. En 2001, après avoir sorti 2 démos, ils décident de changer de nom et de prendre The Birthday Massacre à la place. En 2002, ils sortent leur premier album, Nothing and Nowhere, en édition limitée. L'année suivante, ADM et RIM rejoignent le groupe, alors que OE le quitte. Attendez. Ah ouais, ça commence à faire du monde. Et c'est pas fini. En 2003, ils lancèrent leur site officiel en Flash. Oh les cons! Demandons son avis au chat. T'en penses quoi? Vous voyez? Même le chat est d'accord pour dire que c'est une idée à la con. En automne 2004, ils sortent l'album Violette, qui a droit à une sortie européenne. La même année, ADM quitte le groupe. En 2005, ils sortent un DVD Blue, qui contient le clip éponyme, une interview, des titres live et studio, un contenu assez original en somme. Owen rejoint le groupe et remplace ADM au clavier et on a quasiment le line-up final. En juin 2007, pendant que le groupe prépare un nouvel album, Aslan quitte le groupe et qui c'est qu'on va revenir pour le remplacer? OE, qui était avant à la batterie et qui fait de la basse et du chant maintenant. En septembre, l'album Walking with Strangers sort en Amérique du Nord. En 2009, les CD et DVD live Show and Tell sortent au niveau mondial, mais on en reparlera plus tard. Le 14 septembre 2010, le CD Pins and Needles arrive dans les bacs. Et pendant la tournée, un certain Nate Manor vient remplacer OE en tant que bassiste. Et c'est incroyable, parce que là, on a le line-up final, oui, vous avez bien entendu, le line-up final, c'est magnifique. Il faudrait une petite photo pour immortaliser ça. Voilà. La même année, ils font aussi un nouveau site. Ils ont compris qu'il fallait laisser tomber le vieux site en flash. Qu'on les applaudisse. Bon, continuons. En août 2011, ils sortent l'EP Imaginary Monsters, qui contient quelques nouveaux titres, mais surtout, beaucoup de remixes des anciens. En 2012, c'est au tour de l'album Hide and Seek de sortir, suivi en 2013 de leur premier album crowdfundé, et sûrement pas le dernier, Superstition. Et voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après une bonne dizaine d'années de carrière, 6 albums studio et plusieurs EP, ça en fait un groupe assez prolifique, sans compter qu'ils sont quasiment toujours en tournée. Petite exclusivité, sur un de leurs premiers EP, on peut trouver leur version du thème principal de l'histoire sans fin, dont voici un petit extrait. Autre anecdote, les chansons Happy Birthday
I Think We're Alone Now, ont été utilisés lors des 2 premières saisons de la série The Vampire Diaries. Maintenant, passons à la critique. L'un des points principaux que je veux aborder est l'univers qui se dégage de leur musique. Il est très sombre, mais parfois candide. Par contre, accrochez-vous parce que ça parle bien souvent de la mort, de crimes et de l'enfance. Des fois on peut s'en éloigner un petit peu, mais la mort reste une thématique importante. Comme je le disais juste avant, ça contraste avec le ton candide et presque enfantin de certaines chansons. Prenons l'exemple de Under the Stairs, de l'album Nothing and Nowhere. Voilà, je pense que c'est assez clair maintenant, ce qui rend le groupe assez particulier. Du côté de l'univers graphique, on a 2 couleurs principales que l'on retrouve vraiment tout le temps, le violet et le noir. Ça rend très bien, je trouve que ça colle aussi très bien à leur musique. Ah, et quand je dis qu'on retrouve ces couleurs partout, c'est vraiment partout. Des visuels, jusqu'au groupe en soi. Pour en revenir aux chansons, il y a bien souvent un côté très aérien aux parties instrumentales, qui vous transporte presque. Prenez l'exemple de l'intro de Alibis. Je pourrais aussi prendre l'exemple de la dernière piste du dernier album, Trinity, une piste instrumentale de 2 minutes 24. Et ne vous inquiétez pas, il y a aussi des pistes bien plus rythmées. Écoutez cet extrait de Looking Glass pour vous rassurer. En plus, vous aurez droit au clip. Et pour finir là-dessus, on va parler du live Show and Tell qui réussit à être de très bonne facture au niveau qualité, et où l'on a des pistes meilleures que sur les premiers albums studio. Maintenant, je préfère écouter les morceaux du live que ceux de ces albums. Mais après, ce live providentiel a aussi un énorme défaut. Ce défaut vient non pas du CD, mais du DVD. Il s'agit d'un live capturé en 2007, je précise. Le problème, c'est que la qualité du live est juste dégueulasse. Et le fait que ce soit sombre n'arrange rien à la qualité. Voilà un extrait pour vous faire une idée. Je pense que c'est plus clair maintenant. Comme dit plus tôt, il y a un défaut récurrent sur les tout premiers albums, la qualité, et principalement au niveau de la voix de Chibi. C'est sûr qu'il y a des effets rajoutés sur certains morceaux, mais dans certains cas la voix est difficilement compréhensible et ce défaut est réglé sur la version live. Et, petit détail, les derniers albums ne sont pas, à mon avis, aussi bons que les précédents, et je trouve ça dommage. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que je ne participerai pas à un prochain crowdfunding s'il y en a un. Pour finir cet épisode, on peut conclure sur le fait que The Birthday Massacre est un très bon groupe, même si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous sur les premiers albums, et que les derniers albums ne sont pas les meilleurs. On a un groupe qui est musicalement très bon, avec un univers riche, et c'est déjà pas mal pour un groupe de musique. Si vous avez l'occasion de les voir en live, n'hésitez pas. Après, il faut qu'ils fassent un concert en France, et même quand il y en a, il n'y a pas 15 000 dates. Du côté des CD, vous aurez sûrement du mal à trouver les premiers, quand ils avaient encore le nom Imagica. Pour le reste, le prix varie entre 10 € pour le CD du live Show and Tell, ou encore pour Superstition. Et 21 €, numéro 2, ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. T'es sûr de ta connerie? Ah, quand même. Donc, un prix de 21 € pour le CD Pins and Needles. Pour le DVD live, on se retrouve avec un prix de 15 €.
Ils sont principalement disponibles en import, mais parfois il n'y a pas de version disponible, et le prix est facilement multiplié par 2. Sur ce, bonne écoute, et à la prochaine. Pour la fin de cet épisode... Je suis sûr qu'il est dans le coin. On va le choper. Qu'est-ce qui se passe? Wouah! Ils arrivent. Maintenant, tu peux plus rien faire. On est dans la merde. Jean-Claude, viens nous aider. Je pense qu'on va pouvoir reprendre le studio.